Le temps que les autres viennent, on aura terminé peut-être l'explication. Comment l'appliquer Bon, on va prendre le cas de bon, Abigail. Et on a, si tu veux, dans le cas qu'elle nous a apporté, on a plusieurs récits qui sont semblables, hein. D'abord, le récit de euh, la mère est enceinte, le père s'en va, donc le père n'assume pas la sortie du bébé, si tu veux. Ensuite, deuxième récit, euh, le récit du moment où le jeune adolescent revient chez sa mère, alors que jusqu'à présent, il se partageait entre sa mère et son père. Donc là encore, on a un retour aux origines démontrant combien le père a du mal à le sortir, si tu veux. Et enfin, le troisième récit, c'est ce moment où il quitte, Gatineau pour aller à Sherbrooke. Bon, là, c'est comme si il essaye de donner une autre fin à, aux échecs des deux premiers récits, si tu veux. Mais là encore, il a bien du mal parce que il a beau être à Sherbrooke, mais il ne peut pas nouer de relations sociales. Donc, c'est comme s'il n'avait pas quitté Gatineau. Donc, Alors, ces récits sont des entretiens cliniques, au fond. c'est-à-dire que euh, ils peuvent avoir lieu dans la même séance ou dans plusieurs séances. Bon, Ah, Abigail ok. les a eus dans plusieurs séances parce que le gars, il parle pas beaucoup, mais avec un gap verbal, facilement verbal, on aurait pu les avoir durant la même séance. Et puis, Dans la même séance. et souvent, c'est le cas, hein. Durant la première séance, on a tous les récits principaux et on s'aperçoit très vite que ces récits-là ont une structure ressemblante et donc on peut en tirer la conclusion que j'en ai tirée, Mhm. à savoir que le père a du mal à sortir l'enfant du ventre maternel, que ce soit à sa naissance ou maintenant. Et donc, c'est autour de ça que se bat cet enfant-là, qui est venu à Sherbrooke pour vaincre son sort, si tu veux, tout seul finalement, hein, pour réussir enfin à sortir, À s'en sortir. à s'en sortir, voilà, exactement. C'est ça, À sortir et puis à s'en sortir. C'est exactement. ça. Puis bon, bah, Abigail va jouer le rôle un peu du père que le père n'a pas pu jouer, c'est-à-dire de lui faire changer de milieu de vie, mettons. C'est- Alors, dans la grille, on a donc les récits qui peuvent se produire au cours de plusieurs séances ou d'une même séance. ouais. Et les signifiants, maintenant, ils interviennent comment dans la grille? C'est-à-dire que les signifiants, c'est pour ainsi dire la brique de l'esprit, si tu veux, hein. C'est-à-dire c'est les morceaux les plus petits possibles du psychisme. Alors, chaque carreau de ces grilles contiennent un signifiant. Mm. Bon, ces signifiants peuvent apparaître sous la forme d'un mot, mais ils peuvent apparaître sous la forme d'un groupe de mots. C'est pas important. Et donc, chaque carreau de cette grille est un signifiant. Et quand ces carreaux se ressemblent, on les met dans la même colonne et on finit par avoir une colonne entière qui est une suite de signifiants semblables qui
sont très proches des chaînes de signifiants qu'on trouve chez Freud ou chez Lacan. Hein, Mhm. voilà, Donc la colonne est constituée de signifiants semblables. exact. Alors que la C'est ça. ligne est constituée par les signifiants qui se succèdent dans le récit. Ah oui, d'accord. Mhm. Donc on est supposé, mettons, avoir une ligne par récit. Hein, Ah oui, c'est plus clair, oui. Mhm. Et j'aurais encore une question, mais peut-être que ça déborde encore. Non? non, pas La du dernière fois, bon, tu as avancé quelque chose qui, je trouvais, enfin moi, qui m'a énormément éclairé, c'est que le client arrive avec son code. Et j'avais déjà eu euh, un type d'approche ressemblant en ethnopsychiatrie. tout. Est-ce que tu fais le lien avec ça? Ça m'a rappelé que l'ethnopsychiatrie, finalement, permettait au client d'arriver avec son monde, C'est ça. que le thérapeute ne connaît pas forcément. Voilà. Alors, il faut une technique qui découvre en même temps le code et en même temps le Oui, oui, problème c'est à ça. décoder. C'est- C'est-à-dire, quand on fait de la psychothérapie classique ou de la psychothérapie, de la psychanalyse, on fait de la psychothérapie pour blanc occidental. Tu C'est ça. sais, alors, si on a des patients blancs occidentaux, ça, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Mais parce que le code des Blancs occidentaux est déjà inclus dans la théorie psychanalytique, si tu veux, Mhm. C'est ça. avec les concepts comme le moi, le surmoi, le ça, tous les concepts psychanalytiques sont des concepts qui ont été découverts avec des patients blancs occidentaux. Et donc, ils sont adaptés à eux. Mais donc, Parce que ouais, on vas-y. avait eu ce type d'approche avec Toby Nathan, mais il y a très très longtemps, parce qu'après ça a dérivé vers autre chose. Mais dans l'approche ethnopsychiatrique avec des clients de culture étrangère, ben, on allait à la découverte du code du client. Oui, Il fallait le découvrir parce que ce qu'on pouvait dire, c'était imperméable au client. oui, c'est ça. Et donc, pour découvrir ce code, il nous suffit d'avoir deux récits. Deux récits Mhm. nous apportent le code du client, si tu veux. Il nous dit, ben, c'est ça qui importe pour moi, c'est ce passage qu'il est impossible de faire, sortir du ventre maternel, c'est ça que je ne peux pas faire. Bon, est-ce qu'il y a un concept psychanalytique qui peut dire il est difficile de sortir du code du ventre maternel. Enfin, non, c'est pas accessible. C'est pas accessible théoriquement, à moins de. Bon, il y a le psychanalyste qui a fait le traumatisme de la naissance, mais bon, il faut que tu ailles chercher comment il s'appelait, Otto Rank, je crois. Mais bon, ça n'a pas de sens d'aller chercher une théorie à chaque patient, tu sais, une théorie différente pour chaque patient. Si on a une théorie qui s'adapte à tous les patients, c'est bien mieux, tu sais. C'est comme... Bon, je suis très éclairée, ça va. Bon, alors, maintenant, on va essayer d'analyser le film. Vous l'avez tous vu, ouais. Un petit brainstorming, après on essaiera de noter
Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a impressionné dans ce film? Des moments particuliers? Moi, j'ai envie de rebondir tout de suite sur ce que tu viens de dire, sur rentrer dans les codes autres. Oui, Ben, en fait, le film est là-dessus parce que c'est même psychosomatique parce que le petit garçon doit vraiment, réellement entrer dans le code et la réalité structurée par le code des Indiens pour être guéri à tous les niveaux. Et puis même ses relations autour, là. Donc, il doit sortir du code dans lequel il est mourant, pour entrer dans un code où il a, où il a pas où les causalités ne sont pas les mêmes. Et où sa quête d'origine prend un autre sens, une autre tournure, et lui donne une voie d'accès pour sortir du mal qu'il a amené là, euh, par une sorte d'intuition profonde qu'il a toujours eue, là, que le papillon bleu serait son sauveur, en quelque sorte. Là. Bon, et que tout est possible en suivant le papillon bleu, qui était une sorte d'image poétique ou peut-être inconsciemment fantasmatique de l'entomologue, mais lui qui l'a pris au pied de la lettre. Il est allé à l'endroit du monde où c'est vrai au pied de la lettre, où ça peut être vrai au pied de la lettre. Et il est transformé par ça et guéri. Donc, c'est l'idée que c'est pas juste une démarche théorique, mais que en allant jusqu'au bout, en changeant de code et donc de monde, on peut être tellement transformé dans sa réalité que euh, ça a un effet comme objectif. Est-ce que le fait qu'il tombe brutalement dans cette grotte ou dans ce précipice, cette violence traumatique, est-ce qu'elle n'est pas en même temps thérapeutique? Enfin, on peut aussi poser la question. Il y a une violence énorme, et puis il se relève, il va sauver tout le monde. Exactement, oui, oui. Mhm. C'est et, ça. En fait, Mais il y a la petite il entre dans une fille. structure mythique, hein, il la vit. Tu sais, c'est même pas sorcier, ça. La chute du héros et sa résurrection, là, c'est bon, c'est un peu, c'est peut-être une démarche un peu de Vision Quest, hein, comme pour les Amérindiens. Bon, faut mourir un peu pour découvrir les mystères de l'univers, là, comme un chaman, qui est quelqu'un qui est familier de la mort, de la maladie, qui est souvent une sorte de maladie qui le met à part, mais qui en même temps lui donne accès à quelque chose qui est au-delà des frontières habituelles de la vie et de la mort. Bon, donc, donc, il entre de plein pied dans des structures mythiques. Mais Enfin, c'est normal que ça arrive dans un film là, aussi. Hein? Bon, c'est ça que fait un film. Mais là, on nous montre un peu comment ça fonctionne de façon plus primordiale, anthropologique. Mhm. Mais à un moment donné, la petite fille lui fait la remarque quand même que, elle lui pose la question, pourquoi tu t'intéresses à un papillon bleu? C'est tout l'univers qui est prégnant. c'est un Elle fait, papillon bleu, oui. Ben, c'est intéressant parce que c'est ça qu'il découvre justement en sortant de la caverne, en traversant la forêt la nuit, là, qui est quelque chose qui est censé être impossible pour le petit garçon. Euh, il se perd, et vraiment il se perd, et c'est pas par ses propres moyens qu'il s'est retrouvé par les vivants, en étant complètement perdu. Il entre, avec un grand recours d'effets spéciaux, on montre l'univers animique de la forêt, hein, où toutes les choses sont vivantes, mais pas d'une vitalité naturaliste. Là. Les fleurs, les végétaux fleurissent ultra rapidement hors de saison. Les troncs deviennent des serpents. Et puis finalement, ben, les esprits se manifestent sous forme humaine et brillante, et puis décident de l'aider, mais par un toucher aussi. Hein. C'est pas juste abstrait, là. Il y a une sorte de toucher guérisseur. Et puis à ce moment-là qu'il est trouvé par le monde, mettons, objectif commun. On sait pas comment, là. C'est un peu miraculeux tout ça. C'est comme, il sort de l'espace-temps, euh, soi-disant objectif là, et causal. Et donc, le film lui permet d'entrer et de sortir dans l'autre monde des esprits animiques.
et d'en sortir donc transformé. Et même de sortir du film transformé parce qu'on sait que la fin de l'histoire, c'est qu'il est, c'est qu'il est guéri à travers tout ça. Et puis, bon, dans la dernière image, notons que c'est absolument parallèle de la dernière image du film précédent, c'est-à-dire que l'esprit totémique, en quelque sorte, ou l'esprit compagnon du héros, prend son envol qui est comme horizontal, mais à une certaine hauteur, il surplombe. Hein. On suit le papillon qui surplombe la forêt comme on suit l'aigle qui survole le collège dans le film précédent. Donc, il y a une sorte de, littéralement, un changement de plan dans les films de Léa Paul où les protagonistes, généralement, à la fin, sortent à pied ou en train de l'univers du film. Là, ils sont comme pris dedans, puis à la fin, ils arrivent ils essaient souvent vainement d'en sortir, puis finalement, ils trouvent une issue, ils font leur chemin tout droit pour en sortir. Mais au départ, c'est vraiment au ras de la terre dans les films de l'automne dernier. Ça rase les murs, etc. Mais en regardant vers le haut, vers les gratte-ciel ou vers le ciel. Mais là, depuis le dernier film, ça se passe au niveau du ciel. Pas un ciel, un empyré lointain, mais quand même horizontal, mais à un autre niveau. Oui. Écoutez, on va peut-être y aller plus progressivement et noter les personnages qui ont chacun leur propre récit, si vous voulez. On a la mère, on a Osborne et on a Peter. Chacun a un drame personnel. Alors la mère a perdu, est veuve et elle ne peut pas trouver un remplaçant finalement à son mari. On a le Peter qui a sa tumeur au cerveau et Osborne qui n'a jamais vu sa fille marcher, hein? Qui n'a jamais vu marcher Maria. Hein? C'est au fond les trois récits qui vont probablement fusionner hein, à un moment donné. Ce sont des récits relativement distincts à l'origine, et puis progressivement, les trois personnages vont fusionner. Euh, un autre élément bon, qui me paraît important, c'est la chute d'eau, hein, ou la chute, que ce soit d'eau ou dans le trou. C'est un élément qui se présente deux, trois fois, là. On pourrait presque compter le passage du marécage, là, qui est tellement difficile, Oui, ok, c'est ça. et qui s'ensuit, tout ça. Là, hein. Ensuite, on peut penser à la superposition. Non. Des deux hommes. C'est comme si comme si Osborne infusait sa force aux jeunes. Et puis, il y a aussi la question de la tête. Il y a les coupeurs de tête, hein, où il faut pas en parler
devant l'enfant et l'enfant fait de l'humour et dit Ça réglerait son problème, oui. la tumeur enlevée de cette façon. Et effectivement, la tumeur est enlevée par une flèche. Vous avez vu la flèche? Oui, oui. Euh, Au moment où il s'évanouit, il y a une flèche qui apparaît, puis Oui, qui le touche sur la tête. c'est ça, Donc, une sorte de micro-décapitation, en quelque sorte. ouais. Près de l'oreille. Et il y a une scène autour de la tête, c'est qui est assez amusante quand même. On ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'elle vient faire dans le décor. C'est le moment où la mère est avec Osborne, et puis dans un moment de grande intimité, elle s'approche de lui. On s'attend à ce qu'elle l'embrasse, comme dans n'importe quel film américain, mais non, elle veut lui enlever un moustique ou je sais pas quoi, qu'il a sur le front, sur la tête. Euh, je dis, bouge pas. Ah, là, il prend ça très au sérieux. De bon, donc, on peut voir ça comme une préfiguration de la scène avec l'enfant qui est guéri d'un péril par la tête. C'est ça, c'est ça. Et bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au fond aussi? Moi, j'ai été frappé par l'espèce de l'enjeu entre la mère et l'entomologue. C'est euh, euh, lui doit lui apprendre à elle à se détacher de Pete et par Pete, lui, il apprend à s'attacher, en quelque sorte. Au départ, lui, il est détaché, mais en même temps, il a envie de s'attacher. Il a envie de se rattacher à sa fille et il fait ça, finalement, le chemin de ce petit garçon-là, auquel il reste attaché. Et même, il lui enjoint à plusieurs reprises de lui rester attaché, de s'agripper à lui, etc. Donc, bon, lui, dans ce cas lui, il commence à détacher, mais il va dans le sens d'une sorte d'attachement volontaire en dehors de son tracé initial. Pour la mère, c'est d'apprendre à lâcher prise en tant que mère, là, laisser le garçon prendre des risques, séparés d'elle, parce qu'autrement, elle veut toujours faire partie de ses aventures, alors qu'il doit absolument se séparer d'elle, prendre des risques Oui, et même Et frôler la mort pour faire son chemin et finalement être guéri. il y a Comme aussi, si sa maladie avait quelque chose à voir avec son attachement à sa mère. Hein? C'est comme s'il y avait une sorte de symbiose quasiment un peu malsaine là, qui faisait partie de la problématique. il passe de l'attachement à la mère à l'attachement à une figure paternelle. Quand il est sur le dos d'Osborne, quand Pete est sur le dos d'Osborne, c'est comme s'il y avait un transfert. Oui. Euh, Et justement, comme dans la fonction paternelle, c'est un transfert qui facilite un détachement pour devenir homme soi-même, parce qu'il lui-même doit laisser Osborne dans une position de vulnérabilité et devenir homme lui-même en traversant tout seul la forêt dans des conditions impossibles, alors que le petit enfant n'est pas censé pouvoir traverser la forêt et lui va devenir homme en le faisant. Donc, c'est son initiation en quelque sorte. Vraiment, il fait un rite de passage amérindien en ce moment-là. C'est pour ça qu'il reçoit des dons des esprits, qu'il trouve une nouvelle identité liée au papillon. Puis enfin, il y a-tu la question qu'est-ce qui arrive au papillon après, qu'il décide de le laisser vivre. Hein? Puis c'est la même chose que la maladie qui le laisse vivre. ouais. Tu as dit ce que tu voulais dire, Denis? ben, c'est vraiment, ça vient d'être dit un peu, l'arrachement de l'enfant
à la mère, et, parce que la mère, elle est aussi emprisonnée par l'enfant. C'est comme si elle avait tout reporté son amour sur son fils, et le fils qui veut toujours marier sa mère ou je sais pas quoi. Et parce que le fils a l'intuition de d'où ça doit aller, si on veut. Et c'est comme la, je dirais pour moi, le moment important, c'est quand la mère accepte qu'ils partent tous les deux dans la forêt. Et là ils sont dans où le Osborne va être blessé et devenir impuissant. Puis finalement, c'est Pete qui sauve Osborne. Oui. C'est vraiment, euh, c'est vraiment. Puis il y a une chose importante, c'est on est, c'est un voyage dans la nature sauvage. Je trouvais ça tellement reposant, des choses très sexuelles, de toutes les films qu'on on est en vacances dans la nature et les images sont très belles, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et même pas d'ambiguïté sexuelle dans tout ça, là. On est un peu perdu. Le film de Léopold. Il y a un égarement de Léopold, on sait pas où elle est rendue. Écoutez, moi, je vous proposerais deux signifiants contradictoires qui seraient Osborne oups, et Peter. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y en a un euh, qui a beaucoup de possibilités, alors que l'autre n'en a pas du tout, hein. C'est au début du film, c'est Osborne qui a tous les pouvoirs possibles, et Pete qui est sur le point de mourir et qui a besoin de lui énormément. Et puis, bon, euh, progressivement, bon, il se rapproche. Osborne apparaît comme un petit peu plus faible. Il a Maria qui n'a pas vu marcher. Euh, et puis, il n'arrive pas à trouver le papillon. Oui, il y a aussi un déficit de marche, hein, si on fait le parallèle avec Pete, qui a de la difficulté à marcher aussi, là, hein. Oui, Si comme oui, la marche est comme est en manque. oui, il y a, bon, il ne peut pas marcher. Et bon, à un moment donné, ils se retrouvent l'un au-dessus de l'autre et en prenant les mêmes risques, hein. Quand ils courent après le même papillon, euh, et hop, ils se retrouvent devant la première falaise. Et là, on a l'impression que, ils se rapprochent beaucoup, hein. Ils sont tous les deux presque identiques, puisque ils sont, ils ont tous les deux été sur le point de mourir simultanément. Et donc ça, c'est le premier papillon. Ensuite, avec le deuxième papillon, euh, là, ils sont pratiquement à la même place, hein. Ça, c'est le deuxième papillon.
euh, ils sont tous les deux dans le trou, mais là, c'est le petit jeune qui prend le dessus sur Osborne qui reste à la même place. Oui, un peu avant ça, il y a la question de la colère. Tu sais, Oui, oui, Osborne qui est en colère, puis P qui n'est pas en colère. Ils sont dans deux mondes différents, si on veut. c'est ça. J'ai pas très bien compris c'était quoi cette histoire de colère, mais c'est vrai qu'elle est importante parce que elle détermine un moment important du film, hein. Il se passe quelque chose juste après que Peter dit, mais je ne suis pas en colère. Je me rappelle plus c'est Ouais. quoi. Euh, euh, moi non plus. Euh, Mais j'ai l'impression que c'est là pour juste affirmer comment euh, Osborne est en colère alors que Pete est pas en colère du tout et Pete a accepté sa situation alors que Osborne ne l'a jamais accepté. oui, Oui, lui-même fait le contraste. Hein, il dit, ben, je pense que c'est Pete qui lui demande pourquoi je suis en colère. Mais il dit quelque chose comme You're a kid, you're gonna die. Il y a des raisons évidentes d'être en colère et l'autre ne l'est pas. Donc, il y a déjà une sorte de renversement de situation qui détient la sagesse entre l'adulte et l'enfant. mais je pense qu'à propos de la colère, euh, le fils enfin pas le fils, Peter a adopté la colère, mais à l'égard du papillon. Ah, oui. C'est Oui, oui, à ce oui. moment qu'il décide Ah, d'être en colère, parce que le papillon les a fait tomber dans le trou. Et, Et c'est ça, il dit qu'il ne perd rien pour attendre, qu'il va, enfin, il va y goûter quelque chose. Bon, enfin, ça va être son tour. Bon. Et à la fin, il décide de lâcher prise de sa colère et du papillon. Enfin, de se visée meurtrière sur le papillon. c'est ça. Que Ben, la colère d'Osborne, c'est pas aussi le fait qu'il commence à pressentir qu'il va être modifié. Parce que son statut avant, il n'est pas modifiable. Il est un savant, on a recours à lui, il est tout puissant. Mais à mesure que le voyage se déroule, il est de moins en moins puissant. Est-ce que ça peut générer de la colère chez lui de voir qu'il devient vulnérable? sans Et compter, il devient effectivement vulnérable. parce qu'il se met à aimer un enfant qu'il n'a pas vu marcher. Ouais. Donc, bon, il a quitté à une position qu'il a tenue pendant 17 ans, qui est de ne pas voir marcher quelqu'un qu'il a mis au monde. Et- Mais tout à l'heure, j'ai pensé à un truc, c'est que le père de Peter est mort D'accident. d'accident. Et je- il est possible que ça joue un rôle là-dedans. Et c'est le désir de Peter euh, de sauver Osborne qui représente la figure paternelle, qui n'a pas pu sauver. Oui. Enfin, moi, je vois la figure paternelle apparaître au moment où il veut tuer le papillon et qu'il s'en abstient en disant, tu es comme moi et tu vas vivre.
comme si, comme s'il y avait quelqu'un qui s'apprêtait à le tuer à lui, Peter, et qu'il s'en était abstenu également. Et ce Ça fait, quelqu'un, pardon? Et, j'allais dire, ça fait penser à Abraham, oui, Abraham lève le couteau. qui ne. Oui. Euh, donc, en fait, il quitte en adoptant la menace de mort que son père mort faisait peser sur lui, en l'adoptant vis-à-vis du papillon, puis en l'abandonnant. Euh, il fait le deuil de son père et peut adopter Osborne comme un nouveau père. Hein, Juste au moment, évidemment, où le contact se fait plus chaleureux entre Osborne qui revient des morts et puis la mère hein, à l'hôpital. ouais, ouais. Alors qu'il a essayé de les marier tout le long. Hein. Oui, après avoir essayé avec le plombier et le charcutier, et le boucher, pas le charcutier. J'ai dû dormir pendant ce bout-là. C'est juste évoqué. Oui, 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 oui. Je sais, j'ai eu un moment d'assoupissement pendant des dizaines. Pendant le match de football. C'est Oui, c'est ça, c'est un réflexe tout à fait naturel pour moi. Là, quand il y a du sport, de dormir dans les matchs de football. absolument. Ouais, même quand je suis dedans, hein, vous imaginez comme j'étais populaire dans les classes de gym à l'école. Ah ouais. Tu as quand même joué du football dans ta vie, mais bon. Pas du football, en fait, mais un de ces autres sports avec une sorte on appelle ça un ballon, oui. Bon, je ne fais pas la différence, là, mais bon. Bon, je m'organise pour être hors jeu le plus vite possible. Oui, hein, toi, tu es dans d'autres bulles que celle-ci. C'est ça. Ils sont plus verticales, mettons. Voilà. Mais c'est ça aussi, tu dis vertical, mais c'est ce dont manque le plus Osborne. Il est juste dans ses recherches, dans ses trucs, et il a besoin de s'élever à autre chose, de rencontrer l'amour, je sais pas, rencontrer les, les s'humaniser, on pourrait dire aussi, Son rencontrer la problème, sagesse. son problème, c'est que son père et son grand-père étaient nuls. Hein, tu te rappelles, il le dit. Ah oui. Ah oui, c'est bien l'idée d'une lignée de pères incompétents, c'est ça. Ouais. Hmm. Et c'est pour ça que lui, il s'est occupé d'insectes. Et c'est intéressant parce que les insectes, c'est des êtres qui rampent. Donc, c'est pas comme des êtres humains. On n'a pas besoin de les élever parce que c'est dans la nature d'être toujours au ras du sol, plus ou moins. Hein. Bon, ben, c'est sûr qu'un papillon vole, là, mais bon. Euh, Souvent donc, large. c'est un moins grand défi que d'élever des enfants. Ça, c'est sûr, là, ça peut servir de compensation. Et puis on a qu'à les immobiliser, on les capture, on les immobilise, on les tue, on les classe. C'est très simple. Alors, c'est pas comme élever des êtres humains vivants. Tu sais, c'est bon. Mais ça peut compenser jusqu'à un certain point, mais ça laisse un manque et puis qui travaille. Bon, avec ça. Hmm.
Les Indiens ne semblent pas jouer un très grand rôle dans le film, à part la scène du récit dans la veillée, du récit autour du papillon, Hmm. où il y a le récit favorable et le récit défavorable. Là, je n'ai pas très bien compris, là, mais C'est intéressant parce que c'est comme une agone, en quelque sorte, une confrontation ritualisée. oui, c'est ça. C'est sûr que c'est pas spontané, là. C'est des rôles qu'ils jouent dans leur structure narrative. Oui, c'est ça. Un fait l'éloge et l'autre est comme le bouffon qui tourne en dérision, hein. Donc c'est drôle parce que, donc, évidemment, le bouffon représente un peu l'inconscient qui conteste le récit principal, mais qui joue un rôle dedans en même temps. Tu sais. Donc, finalement, c'est comme ça met en scène la tension sous-jacente du récit et du film par extension. Là. Oui, C'est- Ça donne aussi les Indiens l'image d'une communauté paisible, comme bien organisée, qui s'occupe des besoins de base. Ça s'oppose complètement au monde industriel, tout ce qu'on veut. oui. C'est comme dans la nature, c'est apaisant. Et c'est d'une richesse incroyable, hein. Mais bon, c'est l'Amérique du Sud, hein. C'est pas, c'est la zone naturelle parmi les plus riches du globe, là, avec peut-être l'Indonésie un petit peu, ou quelques zones en Afrique, mais la- il n'y a pas d'uniformité possible. C'est ça qui est particulier. Euh, c'est ça que Lévi-Strauss dit d'ailleurs, que en Amérique du Sud, les variétés animales et végétales sont tellement grandes qu'il est très difficile d'imaginer des ressemblances, des lignées, euh, des fermes d'animaux, hein. C'est comme, Ah, c'est ouais. c'est tellement varié comme univers. On nous montre bien ça, hein? C'est vraiment illustré visuellement à bien des reprises. On nous montre les insectes bâtons, enfin, ou les lézards qui ressemblent à des plantes. Il y a cet aspect de mimésis entre les espèces et les genres aussi. Là. La séparation des espèces et des individus devient fluide aussi, C'est ça. ce qui permet des métamorphoses et des changements de situation hors des rails de la causalité uniforme. Oui, elle nous présente comme très beau la biodiversité, très belle la biodiversité. Et elle nous le fait apprécier par ces images, c'est clair, hein. Mais du Maintenant, même coup dangereux. Mais en même temps, par contraste, ben, c'est le monde où de la sécurité qui apparaît oui, stérile. Le monde occidental qui veut des assurances et des sécurités, qui veut prévoir les choses, apparaît stérile. Et puis quand la science détermine que tu as une tumeur qui va suivre tel développement, ben c'est ça qui est ça, puis ça finit là. Alors que tout demeure possible dans la jungle animique. ouais. Euh, peut-être qu'il y a un point que j'ajouterais à mon espèce de structure un peu informe, c'est l'idée que le papillon est un totem. Oups, non. Euh, le papillon
est un totem. Pourquoi le papillon est un totem? Euh, Parce que il, parce que tout le monde est le papillon. Je ne sais pas si vous vous rappelez les propos de la petite fille. Elle lui dit, mais tout le monde est un morpho. C'est pas seulement le papillon. Tout le monde est un morpho. Euh, et, euh, et Peter est guéri à partir du moment où il devient le morpho. Est-ce qu'on peut dire ça? La scène où il tue le morpho, non, là il devient son père, le tuant. Et il le laisse vivre. Donc il s'est identifié à son père, le tuant. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment donné, le jeune Peter est entré dans le totem du papillon, est devenu un membre du totem du papillon? Euh, Peut-être euh, au moment où il est en colère contre le papillon et se retient de le tuer. Qu'est-ce qu'un C'est ça qui totem? constitue le totem. C'est ça qui constitue le totem. C'est un objet un animal qu'on voudrait tuer et qui devient interdit de tuer, hein. Donc, à la fin, il crée un totem, il le libère et c'est là qu'il prend son envol comme une sorte de dieu pour lui. C'est la fin du film. C'est ça. Donc, il est entré dans le totem du papillon et en même temps qu'il est entré dans le totem du papillon, il s'est identifié à son père mort et il a pu aimer Osborne puisque il s'est défait du deuil de son père. Donc c'est bien structuré comme. Alors, écoutez, peut-être que je vais vous parler à présent de quelque chose qui pourrait expliquer ce qui se passe dans le film. Bon, c'est ma théorie, si vous voulez, qui est le résultat de longues années où j'ai appliqué l'écoute anthropologique. J'en suis sorti petit à petit avec une théorie qui s'adapte bien au film. Donc, c'est une bonne idée que je vous en parle euh, juste après avoir analysé le film. Euh, à moins que vous n'ayez d'autres commentaires sur le film. Puis après ça, on passera peut-être à la dimension clinique. On va peut-être terminer avec le cas d'Abigail et prendre un autre cas de clinique. Bon, Bon, tu as piqué notre curiosité d'accord, avec. d'accord. Écoutez,
Bon, ce que je vais vous raconter, c'est bon, le résultat de dizaines d'années de réflexion et de travail. Bon, je ne vais pas tout vous dire parce que c'est une théorie qui est quand même assez complexe. Mais bon, j'espère que la partie que je vais vous relater va vous paraître claire. Alors, l'idée principale, c'est de dire bon, qu'il y a des signifiants contradictoires. D'accord? Bon, pour une raison dont je ne vous parlerai pas parce que ça serait trop compliqué juste aujourd'hui, je dirais que les signifiants contradictoires ont une forme ondulatoire, c'est-à-dire que euh, ici, par exemple, c'est le signifiant 1 qui prédomine, ici c'est le signifiant 2 qui prédomine, puis ici de nouveau c'est le signifiant 1 qui prédomine. Donc si vous voulez, euh, c'est l'idée que les contradictions font qu'il y en a un qui prédomine, puis l'autre, puis ainsi de suite. Il y a une sorte d'alternance entre les deux signifiants. Et puis, pourquoi il y a cette alternance? Pour pouvoir retourner à l'équilibre, c'est-à-dire que à chaque fois que les événements extérieurs me font entrer dans un état émotionnel particulier, pour revenir à mon état d'équilibre, j'ai besoin de faire appel au signifiant opposé de celui dans lequel je suis rentré pour me calmer. Donc c'est comme si je, j'ai besoin, si vous voulez, de l'alternance des signifiants pour retourner à l'équilibre. C'est l'état, si vous voulez, normal de l'être humain que de disposer comme ça de signifiants oppositionnels qui permettent de ramener un signifiant qui rentrait dans une position un peu excessive, de le ramener à une position plus raisonnable. Bon, on va prendre l'exemple de la lumière et de l'obscurité. Quand j'ai une opposition de lumière et d'obscurité, quand il y a trop de lumière, je vais amener de l'obscurité que je vais ajouter à la lumière, ce qui permettra de diminuer la lumière. Et inversement, si j'ai trop d'obscurité, là j'amène de la lumière et je l'ajoute à l'obscurité pour avoir plus de lumière. Bon. Donc, on est ici dans un système contradictoire qui est différent d'un autre système qui est celui de dire, par exemple, que il n'y a que de la lumière. Et, Je suis désolée, je ne peux malheureusement pas faire cela. Bon, ben, tu es prévenu. oui, je suis très impressionné. Dans l'autre système, si vous voulez, les physiciens, ils disent pas il faut que j'ajoute de l'obscurité à de la lumière pour que la lumière soit plus sombre. Ils vont dire, je vais diminuer la lumière. Ils ne vont pas dire, je vais ajouter de l'obscurité, parce que pour eux, l'obscurité, ça n'existe pas. Hein? Donc, il y a un temps où lumière et obscurité sont contradictoires,
où l'obscurité existe vraiment et s'oppose vraiment à la lumière. Et il y a un temps logique où il n'y a plus d'obscurité. C'est juste plus ou moins de lumière et on peut avoir de la lumière qui va de 1 million jusqu'à 0. Alors l'obscurité totale, ce n'est pas de l'obscurité, c'est de l'absence de lumière. Voyez? Donc il y a ces deux logiques différentes. Une logique contradictoire et une logique que j'ai appelée homogène, ou en tout cas, peu importe. Alors, la logique par laquelle, si vous voulez, notre psychisme commence, c'est la logique contradictoire, c'est la logique où lumière et obscurité s'opposent, mais ça peut être n'importe quels autres signifiants qui peuvent s'opposer. Hein, c'est pas... Lumière et obscurité, c'est l'exemple le plus frappant, le plus... Bon. Alors, le problème, si vous voulez, que nous rencontrons dans nos pratiques, c'est que certains patients, eux, ne réussissent pas à retourner à l'équilibre. C'est-à-dire que chez certains patients, il y a un signifiant qui l'a emporté et le signifiant contraire ne réussit pas à ramener le signifiant excessif à une position plus raisonnable. Vous voyez? On appelle ça un symptôme. Les gens nous arrivent en nous disant, ben, j'arrive pas à faire ça. Le patient d'Abigail dit, j'arrive pas à communiquer socialement, j'arrive pas à à investir des blondes. La patiente de Denis a dit, j'arrive pas à tomber enceinte, je suis stérile. Donc, les gens arrivent avec un problème d'excès, si vous voulez. Donc, alors, la question que je me suis posée est de savoir, bon, comment on passe de l'état normal où les contradictions fonctionnent et peuvent s'influencer les unes les autres à un système où les contradictions ne fonctionnent plus et où le système fige, si vous voulez. D'accord? Alors, j'ai imaginé, si vous voulez, le processus suivant, qui est de dire que on a deux limites ici. Une limite supérieure et une limite inférieure. Alors, ces deux limites constituent, si vous voulez, le va et le vient de la contradiction. Hein. On ne peut pas dépasser certaines limites parce que le signifiant contradicteur va nous empêcher de dépasser cette limite-là. Hein. Mais il y a des moments où il y a un dépassement de limite. Alors, quand est-ce qu'il y a un dépassement de limite? Ah, donc, j'ai ici ma courbe. Il y a un dépassement de limite quand il y a un dédoublement. Quand une contradiction se superpose à une autre contradiction. Donc, il y a une somme, si vous voulez, qui se passe ici. Et donc, quand deux courbes se superposent comme ça, elles s'ajoutent.
Et donc, on a ici, c'est très mal dessiné, mais bon. Donc ici, on a l'excès. Et ici aussi, on a un excès. Et une fois qu'on est rendu à l'excès, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un troisième élément qui apparaît, c'est la mort. Alors, quand les deux contradictions s'ajoutent et qu'elles mènent à l'excès, il y a toujours la mort qui intervient. Bon, c'est très bien illustré, si vous voulez, dans le film, où on voit Osborne et Peter qui sont superposés. Ils sont pratiquement l'un sur l'autre, hein, c'est-à-dire leur force, si vous voulez, s'ajoute. Et c'est à ce moment précis où leur force s'ajoute qu'ils rencontrent la mort. Ils rencontrent la mort soit dans la chute d'eau, soit dans la chute dans le trou, des choses comme ça. Vous voyez? Monsieur Gibelli, Oui. il y a quelque chose, j'arrive pas à saisir. Qu'est-ce qui fait que la mort se retrouve, ne se retrouve pas plus tôt où sont les excès? Qu'est-ce qui fait que ça se retrouve quand même entre les limites, Oui. finalement, dans un certain groupe? Ouais. Ben, c'est parce que la mort se retrouve au moment où les deux signifiants contradictoires deviennent égaux. Et le problème avec les signifiants contradictoires, si tu veux, c'est qu'ils doivent tout le temps être différents pour exister. Alors, à partir du moment où ils ne sont plus différents, où ils deviennent égaux, là, c'est la mort pour les deux signifiants. Donc, c'est leur égalité. C'est pour ça que je l'ai mise au milieu, la mort. C'est au moment où ils sont à égalité que la mort arrive. Tu vois? Et effectivement, Osborne et Peter rencontrent la mort quand ils deviennent tous deux de force égale. Tu sais? Quand Peter réussit à attraper, enfin, est sur le point de réussir à attraper le papillon, ou quand il réussit à sauver tout le monde malgré la blessure de Osborne. Tu vois? D'accord. Est-ce que les signifiants contradictoires pourraient également être des traumatismes? Oui, oui, effectivement. Des traumatismes qui peuvent s'annuler et la mort peut survenir. Tout à fait, tout à fait. Ou bien un choc violent vient provoquer, si vous voulez, un dédoublement. Là, en fait, ce phénomène, je l'ai appelé le dédoublement. Alors, quand on a un traumatisme, quand on a un choc violent, le choc violent provoque le dédoublement. Pourquoi? Parce que celui qui reçoit le choc est obligé de réagir par une force équivalente à celle du traumatisme, à la violence qui a été exercée sur lui. Donc, il y a effectivement une égalisation obligatoire pour lui. Alors,
Donc, si vous voulez, il y a, à l'origine, il y avait deux signifiants contradictoires. Puis tout à coup, quand il y a le dédoublement, il y a trois choses qui apparaissent. Un excès au-dessus, un excès en dessous et la mort. Hein? Et ça, c'est comme systématique, c'est toujours présent. J'ai jamais vu d'exception à cette règle, si vous voulez. Est-ce que la mort peut apparaître à ce moment-là comme une incapacité à réagir, ou une annulation des réactions? Euh, euh, Ça peut aussi apparaître de cette façon-là. C'est- Au fond, c'est souvent enfin, l'annulation des réactions, si vous voulez, est souvent un face-à-face à l'ennemi. C'est une sorte de mimétisme face à l'ennemi. C'est-à-dire, je rencontre l'ennemi et je ne bouge pas parce que, d'une certaine façon, je lui tiens tête. C'est-à-dire, de- euh, c'est-à-dire l'annulation de la réaction qu'on rencontre souvent dans les cauchemars. Hein, c'est à ça peut-être que vous pensez. C'est un moment, si vous voulez, où l'expérience traumatique se répète et où le personnage se met face au danger et en même temps qu'il est terrifié par le danger et en même temps il tient tête au danger en étant immobile face à lui, mettons. Hein, et ça se répète de nuit en nuit, et de cauchemar en cauchemar. C'est ce qu'on appelle les répétitions qui succèdent au dédoublement. Les phénomènes qui suivent le dédoublement, ce sont les répétitions. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, dans les répétitions, c'est qu'elles... On va prendre ici la répétition. C'est qu'elle se passe toujours entre un signifiant, le signifiant, non, on ne va pas prendre le même signifiant, on va l'appeler autrement. On va dire A, tout simplement. A1 et, et A2. Le signifiant excessif d'en haut et le signifiant excessif d'en bas avec la mort. Parce que c'est sûr qu'avant, nous avions S1 et S2. Hein, dans notre schéma d'ici, on avait S1 et S2 qui étaient contradictoires. Mais quand S1 et S2 se sont ajoutés l'un à l'autre, nous n'avons plus S1 ou S2, on a A1 et A2, si vous voulez.
Donc, on a ici A1 et ici, on a A2. Hein. Les signifiants excessifs, là, sont A1 et A2, elles ne sont plus S1 et S2. Et on peut dire que A1 est égal à S1 plus S2 par en haut, et A2 est égal à S1 plus S2 par en bas. Hein. On peut dire ça comme ça. Alors, dans notre film, A1, c'est Osborne plus Peter, et A2, c'est le papillon. Oups. Alors, A1 va sans cesse partir à la recherche de A2. Pourquoi c'est une fonction? Et c'est ça les répétitions. La répétition consiste à A1 à partir à la recherche de A2 et, et à ne jamais l'atteindre. Donc, donc A1 part à la recherche de A2 sans cesse et ne peut jamais l'atteindre. Et même quand il l'atteint, dans le film, on a Peter qui obtient le papillon, il refuse de se l'approprier et le laisse partir parce qu'il est impératif qu'il ne l'atteigne jamais. Et c'est ce qu'on appelle les répétitions. Voilà. Alors, je pense que je vous en ai dit beaucoup là. Bon, ça peut paraître très abstrait, mais prenez le temps d'y réfléchir, de poser des questions, Est-ce que ça pourrait faire penser un peu au mythe de la caverne de Platon, où les gens qui sont dans le fond, ça pourrait être S1, sont éblouis par la lumière, mais n'arrivent pas à sortir, ils sont éblouis. Ils sont enfermés dedans. Oui. Euh, Je sais pas, c'est une idée qui me vient comme ça. ouais, ils sont coincés dans un univers un peu cinématographique. Hein. Je pense que le premier cinéma de l'histoire, c'est la caverne de Platon. Hein. Est-ce que ce sont des signifiants contradictoires de vouloir quitter la caverne pour être ébloui? C'est-à-dire, ils veulent quitter la caverne pour arriver à la vérité, à l'idée première. Et l'idée première, c'est une idée bon, abstraite qui s'incarne comme l'idée de cheval qui s'incarne dans tous les chevaux de la terre. Hein. Et, et, et quand on sort de la caverne, on découvre l'idée de cheval. Hein. Peut-être que ça serait qu'on pourrait situer ça au niveau
des répétitions, hein, de ce moment où on essaye de sortir de la répétition pour atteindre le totem. Le totem étant l'idée de cheval, hein. Mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit très, très proche. C'est un peu bancal Avez-vous d'autres... je suis sûr que vous avez des tas d'autres questions. Oui, mais il y a l'idée du passage à la limite, là, quand on pourrait donc, clore l'asymptote, hein, bon, on va, mettre, c'est-à-dire, et saisir le papillon, et qu'on choisit de ne pas le saisir. Donc, on n'est plus fixé sur le, sur le A2, hein. On peut repartir, mais vers un point d'équilibre plutôt qu'un tour de balle vers A1. Et on sort du fusionnel avec les courbes superposées, Osborne et Peter, hein, sont déliés et Osborne peut se relier à la mer. C'est quand on refuse, quand on atteint la limite enfin, c'est l'excès, en fait, du A1, le double Osborne-Peter, où Peter est pratiquement dans la position d'un être volant, en quelque sorte. Il tend vers le papillon, pas juste pour l'attraper, mais pour le devenir. Bon, ça précipite via la mort, la mort vers l'autre extrême, qui est le papillon lui-même, insaisissable. Une fois qu'il est saisi et qu'on renonce à le saisir, ça permet de sortir de l'alternance des positions extrêmes du symptôme et donc de se restabiliser à l'intérieur d'une courbe d'oscillation plus normale. C'est-à-dire que bon, c'est-à-dire qu'il faut, au niveau où on est dans A1 et A2, il faut oublier l'oscillation parce qu'on ne l'a plus, si tu veux. Par contre, on a une danse, si tu veux, de rapprochement entre A1 et A2 et A1 n'arrive jamais à atteindre A2, sauf au bout d'un certain nombre de répétitions, au bout desquelles A2 s'en va tout seul, si tu veux, et on n'a plus besoin de lui. Hein, on laisse aller, oui. Et je pense que ça nous replace du côté de ce que Cécile disait, du concept de cheval. Hein, donc, au lieu d'être collé à des chevaux réels qui se succèdent, je m'échappe vers le concept de cheval. Mais bon, là encore, je suis mal à l'aise avec l'idée, mais bon, peut-être. Moi, j'aurais tendance à inverser la proposition dans un sens comme anti-platonique. Là. La névrose, ce serait de se fixer sur l'idée du cheval ou du papillon et la fixer sur les êtres, alors qu'on se aperçoit qu'un papillon, c'est qu'un papillon, c'est pas nécessairement que l'idée du papillon. Ben, si on le laisse vivre en tant qu'exemplaire de papillon, là, puis on n'est pas dans l'idée de saisir le papillon idéal. Donc, on peut se laisser se succéder les êtres, papillons et autres, plutôt que d'idéaliser le papillon. Ouais. C'est Teresa, dans le film, c'est Teresa qui a dit à Peter, tout est papillon bleu. Ouais. Et à mon avis, c'est ce qui permet à Peter de ne pas faire mourir le papillon et de sortir Peter de son obsession du papillon bleu. C'est vrai.
Notez que morpho, c'est tout simplement, c'est la racine grecque, c'est simplement la forme. Hein? Donc, c'est pas juste une forme de papillon sacré, là. C'est toutes les formes sont dignes d'estime et d'amour. Et puis, une fois qu'on a compris ça, ben, on peut lâcher prise du morpho. Ouais, De l'idée de la forme parfaite, là. C'est vraiment le complexe platonicien par excellence. ils se morfondent pour un morpho. Exactement. Mais il cesse de se morfondre une fois qu'il a lâché prise du morpho. Mm. Et puis, c'est à ce moment-là que jusque-là, c'était clair que tu meurs. Ben, à ce moment-là, c'est plus vrai. Alors, si tu t'accroches au papillon, tu meurs. Si tu la lâches prise, tu vis. Alors, voilà. La morale du film. Ouais, mais ce que Denis nous signale, c'est que il y a un stade avant que le papillon devienne un totem. C'est le moment où Peter l'aime d'amour, hein, où le papillon est unique. Oui. Il, il est le seul remède à tous les maux, il est la seule réponse à toutes les questions et tout ça. Et Et jusqu'à, oui, est-ce qu'on peut dire, jusqu'à un certain point, Peter a tout à fait raison de poursuivre, dans un sens, son obsession parce qu'à la fin, il est libéré de son obsession. exact, exact. Mais on peut peut-être penser qu'il est libéré de son obsession parce qu'il trouve les réponses. Parce qu'avant, jusqu'ici, il ne trouvait pas les réponses. Parce que sa mère n'était pas en mesure de lui donner ni vérité, ni réponse. Il ne mentait pas non plus, mais il y avait quelque chose qui ne donnait pas la vérité. Il cherchait, dans le papillon, on représente comme quelque chose de peut-être de vérité qu'il ne trouvait pas, ou de miracle, de magique, euh, finalement qu'il trouve dans quelque chose de réel, c'est-à-dire chez Osborne qui lui apprend la vérité. Quelque chose d'imparfait. La vérité voulant dire quelque chose d'imparfait, parce que c'est là où l'élément à la fin. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On peut aussi peut-être nommer ces deux signifiants opposants, vérité, enfin parfait, imparfait, vérité, mensonge. Je ne dis Que pas le tout. lâcher, Mm. Oui, oui, Cécile. Allez-y. est-ce que le lâcher prise pourrait aussi se comprendre comme la fin de certains symptômes au plan clinique? Oui, oui, en fait, moi, j'ai souvent vu le lâcher-prise comme la fin du traumatisme, hein. Bon, c'est pas la fin de l'amour quand on aime quelqu'un, puis que on le laisse tomber parce qu'il nous a laissé tomber ou quelque chose comme ça. Le lâcher-prise a vraiment du sens quand on lâche un trauma. C'est beaucoup plus difficile de, de, de lâcher un trauma que de lâcher un conjoint malveillant ou déplaisant. Les traumas, ça colle, là.